Bonjour à tous. Voilà, c'est le démarrage de ce webinaire. Meilleurs vœux pour 2026. Merci de nous retrouver pour ce webinaire de 11 heures à midi, réalisé dans le cadre du partenariat entre Actif Formation et le cabinet TLC. Nous animons des webinaires de manière régulière sur l'année. Cette année, le thème, ce sont pour l'instant les critères impératifs, parce qu'effectivement, vous avez vu, il y a un affichage de vos évaluations, une espèce de Nutri-Score affiché dans vos établissements et qui dit combien de critères impératifs vous avez réussi. Donc, notre vision, ce qu'on va vous apporter aujourd'hui, c'est de dire comment on fait pour avoir la meilleure note. Comment on fait pour marquer le panier sur chaque critère impératif pour avoir les 4 étoiles, parce que les conséquences, elles sont importantes pour l'établissement, parce que c'est affiché, parce que c'est publié. Elles sont importantes pour la gouvernance, parce qu'elle a un certain nombre d'actions à effectuer quand les critères ne sont pas atteints. Et c'est important aussi pour les équipes, parce que c'est un élément de valorisation. Donc, on va démarrer tout de suite. Une petite présentation. Attendez, j'ai juste quelque chose à régler. Voilà, une petite présentation de l'équipe. Donc, c'est Actif Formation qui a 50 ans d'expertise, d'expérience dans le social et médico-social, avec 170 formateurs. Et puis, enfin, voilà, vous connaissez tous le catalogue d'actifs et les actions d'actifs. Le cabinet TLC, donc nous, à côté, on est des petits jeunes, mais on a quand même 20 ans d'expérience dans le secteur social et médico-social. On est certifié ISO 9001 et accrédité pour réaliser des évaluations qualité. On en a réalisé environ 300 l'année dernière avec des équipes sur toute la France de 45 évaluateurs environ. Donc, sont présents Gérald pour Actif, donc qui est consultant formateur depuis 20 ans, et on parlait avec lui à l'instant des routes de campagne qu'il sillonne pour aller dans les établissements et pour parler des RBPP, des auto-évaluations et voilà, et de la préparation à l'évaluation. Baptiste, qui est responsable technique pour TLC de toutes les évaluations qualité, qui forme les évaluateurs qualité certifiés AFNOR. Et puis moi-même qui suis responsable du cabinet et responsable des évaluations du cabinet TLC. Donc vous avez un chat pour poser des questions, pour faire vos remarques. Voilà, au fur et à mesure, on va les prendre vos questions. Alors pas forcément au moment où vous allez les poser, on va peut-être les regrouper. Et puis surtout, ce qui est intéressant là, c'est d'avoir des temps d'échange, des temps de réaction aussi par rapport à l'évaluation et par rapport à ces critères impératifs. Et encore une fois, ce qu'on veut vous apporter, c'est de passer la barre, c'est de viser l'excellence, c'est de réussir lorsque c'est possible, parce que des fois, ça demande une longue préparation, les 4 étoiles et la cotation de 4. Et on va y revenir donc pendant une heure. Donc, des critères impératifs, il y en a 18 ou 17 selon la nature de votre établissement. Ça va être précisé au fur et à mesure. Donc, on va zoomer sur quelques critères impératifs phares. Alors, pour rappel, ces critères impératifs, ils sont liés au manuel qualité. Quand il y aura une revisite du manuel en 2027, je crois, c'est ça? Oui, c'est 2027. Oui. Les critères impératifs, normalement, devraient évoluer, devraient changer, comme dans le champ sanitaire. C'est-à-dire qu'on commence à parler du numérique, on commence à parler d'autres critères impératifs, mais c'est considéré comme prioritaire par la Haute Autorité de Santé. Et donc, on a ces premiers critères-là pour une première vision du manuel qualité, mais dans le deuxième manuel qualité, il y aura d'autres critères impératifs. Donc, ceux sur lesquels nous allons zoomer, c'est les critères impératifs liés aux droits de la personne, donc la liberté d'aller et venir, le respect de la dignité, de l'intégrité, le droit à l'image qui fait beaucoup parler et qui nous a demandé beaucoup de temps pour nous mettre au carré entre toutes les équipes.
le circuit du médicament sur le 362 qu'on connaît bien, nous, et puis ensuite les critères impératifs sur la démarche qualité, sur la démarche de prévention des risques, avec le plan de continuité d'activité, le plan de gestion de crise. Voilà, on zoome là-dessus. Et en dernier point, on aborde la question du conseil de la vie sociale. Donc surtout, revenez à ce moment-là ou restez jusqu'à ce moment-là, parce qu'on s'aperçoit à l'usage que le bon ou mauvais usage du conseil de la vie sociale dégrade beaucoup de critères impératifs parce que vous ne le mettez pas suffisamment dans la boucle ou pas de la bonne manière. Donc, c'est vraiment un point très important parce que ça impacte fort les critères impératifs. Le cadre réglementaire, donc voilà, très rapidement, on vous refixe un petit peu le cadre de tout ça. Baptiste, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Donc oui, en guise d'introduction, un petit point de rappel, puisque ces évaluations qualité, il faut se rappeler qu'elles s'appliquent aux 45 000 établissements qui fonctionnent sous autorisation dans le cadre du fonctionnement du CASF. On est passé des évaluations internes et externes qui étaient peu satisfaisantes, et donc avec une modalité d'évaluation qui a été pilotée et qui est toujours pilotée par la Haute Autorité à la Santé, avec un manuel, des critères, une méthodologie qui est imposée. Après 2 ans de fonctionnement, ce sont environ 12 000 établissements qui ont été évalués. Chaque année, la HAS on fait un bilan, le dernier daté de juin 2025. Et puis, comme c'est quelque chose qui est en mouvement, l'évaluation, elle est très impactée par la cotation de chacun des critères. On va y revenir un peu plus en détail. Pendant une première période, tout le monde a un peu navigué à vue. On a eu une première fiche cotation en octobre 2024 qui est venue préciser les choses, mais qui a mis en lumière l'importance qu'il y avait à l'époque de présenter des éléments de preuve pour étayer les bonnes pratiques. Et puis, suite à divers sollicitations, retour des cabinets, des fédérations qui sont mobilisées, on a une nouvelle fiche cotation qui est toute neuve, toute fraîche, où on parle plus d'éléments de preuve, mais d'éléments d'objectivation. Et on va aller voir tout à l'heure quels sont les fameux éléments d'objectivation qu'on attend sur les critères impératifs. Pourquoi on a choisi ce focus? Thierry le disait, eh bien, dans cette évaluation de qualité, un des grands changements, c'était la publication des résultats. Et donc là, depuis quelques mois, la publication des résultats, elle est rendue obligatoire. Vous devez, en tant qu'établissement, publier vos résultats. Et les résultats, ils se traduisent notamment avec ce qui est paru sur le Qualiscope, avec cette cotation ABCD. Et pour rappel, cette cotation ABCD, comment elle est pensée? Il y a un savant calcul qui est fait entre les résultats des critères impératifs et puis la manière dont est évaluée la démarche d'amélioration continue de la qualité. Et c'est ce qui va vous attribuer cette cotation ABCD qui est affichée et qui effectivement est lourde d'enjeux pour les établissements et les équipes. Un petit point sur les critères impératifs. En 2024, seuls 19% des ESSMS évalués ont validé tous les critères impératifs. Et donc, c'est 1 sur 5. 1 sur 5. Et 1 sur 5. Donc, c'est pour cette raison qu'on a décidé de faire un focus sur quelques-uns, notamment le plan de gestion de crise, le plan de prévention de la maltraitance, qui sont des attendus nouveaux depuis 2023 et qui nécessitent un travail de fond. Donc, juste, je reprends un élément important de ce que dit Baptiste. La fiche cotation du 9 décembre 2025, donc elle a 1 mois et demi. En fait, elle élargit cette notion d'élément de preuve qui était je prépare mon classeur avec la totalité des procédures, des protocoles et de tout ce qui est attendu par l'équipe d'évaluation. Elle élargit sur comme on l'a souhaité, parce qu'on a beaucoup poussé, et les établissements aussi, sur l'observation et sur d'autres points, quoi. On élargit, c'est pas juste parce que je te présente un document que j'ai la bonne cotation. La cotation des critères impératifs. Oui, on donc y revient. le système de cotation. 1, 2, 3 ou 4. C'est ça. Donc la dernière fiche cotation, effectivement, rappelle que chaque critère doit obtenir une cotation qui est comprise entre 1 et 4, pas du tout satisfaisant, plutôt satisfaisant, plutôt tout à fait satisfaisant. La fiche cotation rappelle que la cotation, c'est le fruit d'une analyse croisée entre ce qui se passe pendant les entretiens, les éléments d'objectivation, donc de traçabilité, mais également les observations. Et pour obtenir un 4, il faut avoir une vision du fonctionnement du critère un peu dans la logique PDCA.
Est-ce qu'on a des pratiques qui sont connues, qui sont homogènes, qui sont partagées, qui sont formalisées, et surtout, on s'est réinterrogé sur ce qu'on a envisagé, est-ce que ça répond bien aux attendus, en tout cas ce qu'on souhaitait obtenir. La particularité de la cotation des critères impératifs est que si on n'obtient pas la cotation à 4, l'établissement, au moment où il va envoyer son rapport à son autorité de tarification et de contrôle, va devoir associer un plan qui explique comment il s'inscrit dans cette démarche qualité pour atteindre le niveau attendu. Et donc, on va avoir une fiche critères impératifs qui va s'ouvrir et qui va apporter des éléments pour que l'établissement puisse se saisir du constat pour alimenter sa démarche d'amélioration continue de la qualité. Donc, c'est pour répondre à Amélie dans le chat qui dit si on ne fait pas partie des 19% qui ont réussi tous les critères impératifs, qu'est-ce qu'on risque? On risque effectivement du travail, du plan d'action qui est envoyé et qui est suivi par votre autorité de tarification de contrôle, conseil départemental, ARS, que sais-je. Et donc c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous engagez sur des plans d'action complémentaires, supplémentaires. Et c'est un peu votre financeur qui suit le plan d'action. Donc il y a effectivement un enjeu non négligeable. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a écrit ici, effectivement. Donc, dès lors qu'on a une cotation qui n'obtient pas 4, l'équipe d'évaluation va devoir repréciser, expliciter pourquoi il n'y a pas de cotation à 4. Et puis, on va venir interroger donc l'équipe de direction, la gouvernance, pour voir si elle avait connaissance de la situation, ou est-ce qu'elle le découvre, ce qui est quand même rarement le cas. Est-ce qu'elle a déjà fait une analyse des causes de cette situation? Est-ce qu'elle a des éléments? Est-ce que par rapport à cette situation, elle a déjà identifié des mesures d'amélioration? Et est-ce qu'on a un plan d'action qui est défini? Et tout ça va venir illustrer la manière dont l'établissement s'inscrit, peut s'inscrire, doit s'inscrire dans cette démarche d'amélioration continue de la qualité avec ce plan. Parfait. Donc voilà un peu pourquoi l'importance des critères impératifs. Donc première série de critères impératifs, ceux liés aux droits de la personne. La HAS a commencé par là parce qu'effectivement le manuel est centré sur la personne accompagnée. Et donc les critères, le premier, les professionnels soutiennent la liberté d'aller et venir de la personne accompagnée. Donc vous voyez, des critères impératifs, il n'y en a pas dans le chapitre 1, ils sont dans le chapitre 2 et 3. Gérald, à toi. Merci Thierry, bonjour et bienvenue. Donc pour expliciter un petit peu le contenu de ce critère impératif, d'abord par rapport au socle juridique, on voit que ce critère en fait est inscrit dans les droits fondamentaux et on le retrouve dans le Code de l'action sociale des familles sur la garantie des libertés et des droits individuels, le respect de la sécurité, la liberté d'aller et de venir. On le retrouve aussi dans la charte des droits et libertés de la personne accueillie avec la question relative au droit à l'autonomie, la liberté de circuler, de prendre ses propres décisions, et on la retrouve dans la loi sur le bien vieillir du 8 avril 2024 avec l'interdiction de conditionner des visites à une information préalable au niveau des structures. Par rapport à ce critère, ce que l'HAS attend concrètement, c'est deux choses. Concilier à la fois pour chaque personne deux principes qui ne s'opposent pas. Respecter la liberté des personnes d'un côté et assurer leur sécurité. Deux objectifs pour cela, favoriser la liberté de se déplacer, que ce soit à l'intérieur des structures, comment l'établissement promeut, encourage l'autonomie dans les déplacements des personnes. Ça, c'est le premier objectif. Et le second objectif, si cette liberté d'aller et de venir se doit d'être limitée, comment celle-ci, la restriction s'opère? Est-elle nécessaire, proportionnée et surtout, est-elle documentée et fait-elle l'objet d'une évaluation pluridisciplinaire avec régulièrement une évaluation aussi conditionnée dessus? Quels sont, par rapport à ce critère, les éléments de preuve que les évaluateurs chercheront à entrevoir dans le cadre de leur venue sur site et comment surtout aussi on le prépare dans le cadre de l'auto-évaluation, puisque tout se prépare dans l'auto-évaluation. D'abord, l'entretien avec les professionnels. Les évaluateurs, quand ils seront sur les entretiens, poseront comme question, c'est des exemples, comment les restrictions sont-elles encadrées dans votre établissement? Est-ce que vous avez bénéficié d'une formation à vous professionnels par rapport à cette question-là? Y a-t-il des procédures mises en place? Et l'évaluateur là-dessus aura une vision relativement
spécifique compte tenu de l'établissement dans lequel il se trouve et du public qui est accompagné. Selon qu'on soit majeur, mineur, avec des problématiques pathologiques, des déficiences, le critère sera abordé par rapport à l'établissement, bien entendu au public qui l'accompagne. Comment adaptez-vous vos pratiques selon les capacités physiques et cognitives des personnes accompagnées? Comment les personnes accompagnées et leurs proches sont informés de leurs droits et associés aux décisions, et notamment lorsqu'il y a des décisions limitatives? Comment le consentement est-il recherché avec la personne? Voilà un petit peu le genre de questions que posera l'évaluateur. Sur la documentation, il n'y a pas un document type, c'est plutôt une recherche d'éléments autour de plusieurs documents. Le projet d'établissement, dans quelle mesure le projet d'établissement traite des droits et libertés, et notamment la liberté d'aller et de venir, à travers peut-être le chapitre sur la bientraitance, à travers aussi le contrat de séjour, à travers le document unique individualisé, le DUI, à travers les projets personnalisés d'accompagnement, les protocoles, les procédures mises en place, les fameuses RBPP, dans quelle mesure les équipes se saisissent des RBPP pour traiter ce genre de questions. Dans les observations directes, les évaluateurs regarderont un petit peu l'environnement des personnes, que ce soit à l'intérieur des établissements, des services, comme à l'extérieur, et les facilités d'accès et les moyens mobilisés pour promouvoir cette liberté d'aller et de venir, que ce soit au niveau des modalités d'accès au niveau de l'établissement, que ce soit dans l'organisation des pratiques. Est-ce que l'établissement a mis en place des zones sur lesquelles les personnes accompagnées peuvent évoluer librement? La sécurité, est-ce qu'il y a des signaux d'adaptation à des pratiques? Et surtout la communication, l'information, les informations visibles auprès des personnes accompagnées, des familles, des tiers. Voilà un petit peu l'ensemble des éléments importants et qui comptent par rapport à ce critère. Donc, pour chacun des critères, on vous a fait une petite checklist. Donc, si vous faites ça, vous avez les 4 étoiles, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas de plan d'action et vous pouvez aller à la plage. Alors, voilà, non, c'était quelques éléments qui disent effectivement on prend tout ça en compte, quoi. Donc, alors, on vous a mis quelques éléments importants sur comment arriver au 4 sur 4. D'abord, la co-construction avec la personne. On est dans un critère, la liberté d'aller ou de venir, où on ne peut pas avoir une vision globale sur un groupe. N'oublions pas que c'est un droit individuel rattaché à chaque personne. Donc, la co-construction est nécessaire et on doit la retrouver dans le projet personnalisé d'accompagnement et dans les traces au niveau des réunions aussi, une démarche collégiale partagée. Et surtout, dans quelle mesure, dans la co-construction avec la personne, on implique réellement la personne en tant que telle, si elle le peut, ou avec son représentant légal. Et on construit ensemble aussi, dans la mesure du possible, les règles qui vont limiter cette liberté d'aller et de venir. Dans tous les cas, on doit à la fois travailler avec la personne, ses représentants quand il y en a, mais aussi au niveau de l'établissement, quelles questions on doit se poser. Parce que ça, automatiquement, liberté de circuler et sécurité se doivent d'être questionnées dans les réunions, les rencontres, les commissions éthiques et bientraitance, par exemple, les réunions d'équipes pluridisciplinaires où on retrouve des traces dans les comptes rendus sur ces questions-là, parce qu'elles se posent et elles continueront automatiquement à se poser, eu égard au public qu'on accompagne. Et dans tous les cas, la liberté est de mise et le principe, donc dans quelle mesure on valorise cette liberté, que ce soit des horaires élargis pour pouvoir venir accueillir, pour pouvoir venir visiter les personnes, les accès intérieurs, extérieurs, les sorties en groupe qui doivent être régulières et régulièrement questionnées. Voilà, c'est au niveau de ces éléments qu'on va prendre en compte et que l'évaluateur va pouvoir apprécier cette fameuse note de 4 sur 4. Dans tous les cas, un principe fondamental, toute restriction d'aller et de venir n'est envisageable que si son bénéfice l'emporte sur les risques éventuels induits par le maintien de cette liberté. Et c'est pour ça que l'approche doit être globale et on doit avoir un faisceau d'indicateurs, que ce soit dans la construction, dans la préparation à l'évaluation ou dans le regard de l'évaluateur au moment de l'évaluation. Merci Gérald. Donc, à retenir là-dessus, vraiment, ce qui nous manque dans les évaluations, ce que l'on voit,
c'est le manque de construction avec les personnes. Donc, c'est quelque chose qui est un peu, qui part du haut vers le bas, mais qui n'est pas suffisamment co-réfléchi, co-construit. Et puis, des pratiques qui sont pas remises en cause, jamais. Et donc, ben ça n'est pas possible non plus. On continue, on va nous avancer un tout petit peu plus vite peut-être. Les professionnels respectent la dignité et l'intégrité de la personne accompagnée. Donc, Baptiste. Donc, sur ce critère impératif-là, on s'inscrit toujours dans la même logique. Le cadre de référence, c'est le CASF, les recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Qu'attend la haute autorité à la santé? Eh bien, elle a besoin de savoir et de comprendre quelles sont les postures des professionnels qui sont respectueuses de ce droit fondamental qui est inscrit dans le marbre, finalement. Et donc, il va falloir que les professionnels soient en capacité de donner des exemples concrets de pratiques. On a, nous, en tant qu'évaluateurs, besoin de s'assurer qu'il y a des définitions communes. Vous voyez qu'on manipule des termes très généraux qui sont presque d'ordre philosophique. Qu'est-ce que la dignité? Qu'est-ce que l'intégrité? Eh bien, ça, on va le regarder aussi par le prisme de l'établissement qu'on évalue. Parce que l'intimité, la dignité et l'intégrité pour un enfant porteur de handicap, on le regarde pas tout à fait de la même manière dans un CHRS ou dans un EHPAD. Donc, on a toujours cette logique-là. Qu'est-ce qu'on va attendre? Eh bien, des exemples qui sont les plus concrets possibles, pardon. Sur la consultation documentaire, évidemment, on est au cœur des outils de la loi du 2 janvier 2002, qui sont les outils qui favorisent l'exercice des droits. Mais on verra tout à l'heure que l'affichage de la Charte des droits et libertés dans le hall d'accueil est pas tout à fait satisfaisant. Et puis, dans les éléments et qui sont très en lien avec l'évolution de la fiche cotation, la place de l'observation va être fondamentale sur la manière d'apprécier la manière dont les professionnels respectent cette dignité et l'intégrité de la personne accompagnée. Donc, comment on fait pour viser les 4 étoiles? Eh bien, on va avoir besoin de s'assurer qu'effectivement, les outils, la loi du 2 janvier 2002, eh bien, en 2026, ça fait 25 ans qu'ils doivent être là. Donc, on n'attend pas seulement qu'ils soient remis, qu'ils soient affichés, mais on va venir voir s'ils ont été construit avec les équipes et les personnes accompagnées dans la logique de la co-construction. Est-ce qu'on a des outils qui sont bien adaptés à la compréhension des personnes accompagnées? Et puis, on va s'assurer que cette compréhension, eh bien, on l'ajuste parce que dans l'établissement, les profils ont changé, ils ont évolué. Et donc, on va mener ce travail-là. On va attendre de la part des professionnels qui donnent des exemples concrets tirés de la vie quotidienne. Et comme je le disais, on a parfois des pratiques qui sont spécifiques. Et on va voir comment ces pratiques, elles sont bien adaptées aux besoins des personnes accompagnées. Et puis, la place de l'observation, je vais vous donner un exemple très concret. J'ai fait une évaluation d'ANIME il y a 2 jours. Eh bien, pour apprécier ces éléments-là, le fait d'avoir partagé le repas dans un IME avec le groupe des coquelicots, des pitchouns de 6-10 ans en IME, eh ben, la manière dont les professionnels respectent le rythme de l'enfant, comment on adapte les outils qui l'aident à être le plus autonome possible dans la prise du repas, comment les renforçateurs sont mobilisés, quid de l'utilisation du cahier EPEX pour faire un travail, ces éléments-là vont avoir quasiment plus de poids que tout ce qu'on va pouvoir lire parce qu'on est au cœur des pratiques professionnelles. Et là, la place de l'observation, elle est vraiment fondamentale. C'est ça. Et la place de l'observation, on essaie de faire pression auprès de la haute autorité de santé pour qu'elle prenne plus de place. Parce qu'effectivement, au-delà des documents, si nous, on entend Titine, tiens bien ta fourchette, pour nous, c'est quelque chose qui ne respecte pas la dignité et l'intégrité, pas que pour nous d'ailleurs, dans les recommandations de bonne pratique. Donc ça va affecter la cotation, bien évidemment. Le critère suivant, il a donné beaucoup de discussions sur le droit à l'image de la personne accompagnée. C'est pas forcément compliqué de se mettre au carré et donc d'avoir les 4 et d'avoir la meilleure note là-dessus et de pas avoir de plan d'action, on se répète un peu, mais il faut bien le prendre par le bon bout. Et le bon bout, on va se dire qu'on va essayer de l'appréhender d'un point de vue réglementaire. Et là, c'est le code pénal qui nous donne un cadre. C'est pas le CASF, mais on va surtout essayer de l'appréhender dans une logique pratico-pratique
et une fois de plus dans une logique d'un outil qui est adapté à la compréhension et aux personnes accompagnées. Donc, qu'est-ce qu'on attend? On attend sur ce critère-là deux choses. D'abord, qu'il y ait quelque chose qui formalise le recueil du choix de la personne, et puis après, qu'on puisse respecter ce choix, avec un principe qui est que si on donne son accord un jour, l'accord, il ne vaut pas éternellement et pour toutes les situations, et qu'on doit réinterroger à chaque diffusion d'image la personne sur est-ce qu'elle souhaite ou pas qu'on diffuse son image, avec l'idée qu'on a le droit à changer d'avis. Et ça peut paraître une évidence, mais quand on est pris dans le fonctionnement institutionnel, on peut parfois l'oublier. Donc, on va voir avec les professionnels s'il y a des modalités qui sont clairement établies, qui concernent le droit à l'image. Est-ce que ces pratiques, elles sont connues, elles sont partagées par les professionnels? Et comment font les professionnels pour respecter ce choix? Donc, on va voir tout à l'heure que là, on a un document un peu cadre à envisager sur lequel il est important d'être le plus précis possible, parce que là, on a besoin d'éléments de traçabilité qui vont attester du respect du choix. Et ça va se compléter parce qu'on va pouvoir observer, quid des affichages, des photos exposées, des revues internes, qu'est-ce qu'on a sur le site internet de l'association gestionnaire, et on va aller croiser ces éléments-là. Donc, pour obtenir le fameux 4, quels sont les attendus? Comment on va chercher nos 4 étoiles? Eh bien, ça va être dans le fait d'avoir un document, une autorisation, datée et signée. Ça, c'est indispensable. Pour qu'on soit dans une logique de prévention du risque de mauvaise utilisation du droit à l'image. On a une date de fin, une date de début, une date de fin. Et la date de début, date de fin peut correspondre aussi à vos modalités de fonctionnement. Un établissement qui fonctionne sur le rythme scolaire, eh bien, on peut avoir une autorisation pour une année scolaire. Parce qu'on n'oublie pas que la personne peut changer d'avis. Qu'est-ce qu'on attend après de manière par contre plus précise dans cette autorisation de droit à l'image? On a besoin d'avoir une précision, une différenciation entre les différents types de diffusion des images. Est-ce qu'on a bien dans l'autorisation le cadre de diffusion interne des images, affichage, le journal de l'IME, le journal de l'association gestionnaire, la diffusion externe, on demande à la personne est-ce qu'on est OK que son image soit diffusée sur les réseaux sociaux de l'association, sur le compte Facebook, sur le compte LinkedIn, on a besoin d'avoir ces éléments-là. Et puis, dans le cadre d'une diffusion exceptionnelle, il y a un média, un journal qui vient faire un reportage. Et bien là, on a besoin d'avoir quelque chose qui est précis. À retenir dans cette logique-là, c'est que normalement, à chaque diffusion d'image, on re-questionne la personne pour qu'elle assure qu'elle soit OK pour diffuser cette image dans ce cadre-là. On est toujours encore dans la logique de la co-construction, de l'accompagnement à l'autonomie. Donc, ça pose des questions dans un certain nombre d'endroits, mais voilà quels sont les principaux attendus. Et c'est bien à chaque diffusion d'image, mais comme pour chacun d'entre nous. Moi, si j'ai une image, je suis pris de profil, et là, vous me voyez de face, mais j'ai un grand nez, j'ai pas envie d'être vu de profil dans un journal ou dans une publication, je dirais non, je veux pas que ce soit publié, pas celle-là. Toute personne, tout usager, tout résident a le droit d'avoir la même approche. Donc voilà, le droit à l'image, on peut vraiment avoir le 4. Il y a d'autres critères qui demandent vraiment un travail de longue haleine. Celui-là, on peut avoir le 4, mais il faut le prendre par le bon bout. Et en pensant à un outil adapté à la compréhension des personnes. Oui, Falk ou autre, enfin en tout cas un outil qu'elles peuvent s'approprier. Tout à fait. Alors, le critère impératif lié à l'accompagnement à la santé. En débutant ça, Baptiste, est-ce que ça ne concerne que le champ de ceux qui sont atteints par ce critère ou pas, en fait? Alors, on a d'un point de vue réglementaire, c'est un critère qui est où la SINAE, le logiciel que l'on utilise, va l'ouvrir que quand on est un établissement médico-social. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une logique de prévention et de gestion des risques dans ce manuel d'évaluation. Donc, on va aussi voir comment ces sujets-là sont traités, et ça fait partie des critères sur lesquels le critère impératif va être questionné du point de vue des professionnels. Parce qu'on a besoin de s'assurer que les professionnels
sont au clair avec la manière de sécuriser ce fameux circuit du médicament. Vous avez à l'image là une petite illustration qui va venir mettre en lumière le fait qu'on a besoin de regarder à chacune des étapes du circuit du médicament comment on s'assure de limiter un potentiel risque. Et ça, on le prend dès la prescription, qui prescrit, et puis on va venir interroger la question du transport, d'où viennent les médicaments, qui les assure, qui assure la préparation, qui gère la livraison, quand ça arrive dans l'établissement, qui reçoit, où est-ce que vont les médicaments, où est-ce qu'ils sont stockés. Ensuite, une fois qu'ils sont stockés, comment on est vigilant à la sécurisation des stupéfiants. On va ensuite regarder l'étape de la préparation des médicaments, les piluliers, est-ce qu'on a des blisters, comment on travaille ces éléments-là, comment on les trace pour aller jusqu'à la préparation, les conditions d'administration et le traçage. Et donc, vous voyez qu'on est dans un critère qui est très technique. On parlait tout à l'heure de la place de l'observation. On va venir voir qu'est-ce qu'on attend. Et là, vous voyez que la traçabilité, la formalisation, les procédures, les protocoles vont être extrêmement importants. Mais c'est également un temps sur lequel on va avoir besoin d'être sur site. Dans le cadre d'une évaluation sur ce sujet, on essaye de trouver un créneau de 30 minutes pour aller voir avec les professionnels comment c'est préparé et comment ça se met en place. Donc, élément important sur cette page-là, dès qu'il y a du médicament, la nécessité d'audit interne ou d'auto-évaluation, quelque chose qui vous permet effectivement de regarder si votre système, votre processus est bien sécurisé. Là, on est vraiment dans de la formalisation de la procédure, du protocole, effectivement, des audits internes, des auto-évaluations. L'ARS le fait, Omedit le fait, et on a besoin de s'assurer de qui fait quoi à chacune des étapes. Et là, la place de l'enregistrement, de la traçabilité est vraiment fondamentale pour éviter une fois de plus les risques, parce que les risques de iatrogénisme peuvent être évidemment très très lourds de conséquences. On fait un petit break à cet endroit-là, et on va prendre une série de questions, et puis je vous demanderai, Gérald, Baptiste, dans les critères impératifs, si par hasard je n'avais pas 4 critères impératifs, j'ai une action, un plan d'action, est-ce que j'ai un délai? C'est quoi les délais qui existent pour écrire, pour mettre en œuvre? Alors le plan d'action, il doit être transmis avec le rapport final. Donc ça, c'est immédiat, c'est tout de suite après l'évaluation. C'est une des raisons pour lesquelles que quand on finit l'évaluation sur site, on donne déjà une tendance à l'établissement. Le délai de mise en œuvre du plan d'action, il faut qu'il soit raisonnable et raisonné. C'est-à-dire qu'il y a des sujets sur lesquels il peut y avoir besoin d'un petit peu de temps. Par contre, il y a des sujets qui peuvent nécessiter une action immédiate. Si on a un circuit du médicament qui n'est pas sécurisé, là, le plan d'action, il doit être immédiat et il doit s'enclencher immédiatement après l'évaluation. Il y a d'autres critères qui peuvent nécessiter un petit peu de travail. Il faut que les délais soient raisonnables. Dans les 6 mois. Quand ça demande un peu de travail, c'est quoi? C'est 6 mois? 6 mois, dans les 6 mois. Ouais. On reparlera tout à l'heure du plan de continuité d'activité qui a fait défaut à beaucoup d'établissements. C'est 6 mois, quoi. C'est ça. C'est 6 mois. 6 mois. Comment on travaille quand il y a un service de placement familial spécialisé, les enfants sont confiés en famille d'accueil. Donc je ne sais pas de quels critères on parlait à ce moment-là, mais par rapport à tout ce qu'on s'est dit sur la liberté d'aller et venir probablement, ou sur des critères liés au droit et à la dignité de la personne, comment nous on fait dans l'évaluation, peut-être Baptiste, par rapport à ça, quand c'est un service externalisé en fait? Ouais, c'est ça. Je disais tout à l'heure que les critères, on les voit du point de vue de l'établissement et de ses missions. Dans le cadre d'un service, les familles d'accueil sont associées à l'évaluation. Elles participent, elles sont considérées comme des professionnels. Et on va venir voir en fait quelle est l'articulation entre le service
et les familles d'accueil, comment les familles d'accueil participent aux réflexions, comment elles sont associées à la mise à jour des outils, la liberté d'aller et venir, on voit bien que ça a à voir avec l'accompagnement éducatif, donc effectivement, c'est des vrais sujets, mais les familles d'accueil sont des parties prenantes de la démarche qualité et elles vont être associées et invitées à participer pour voir comment elles interviennent. Et nous, on les prépare dans l'auto-évaluation, hein. Dans les démarches comme ça, déjà dans l'auto-évaluation, on invite, elles sont partie prenante. Elles font partie du périmètre. Ah oui. Elles font partie du périmètre. Alors, pour les personnes ayant des troubles cognitifs, et j'irai plus loin, pour des personnes qui n'ont pas l'accès à la parole, pour des enfants, des petits, des tout petits, dans un CAMS entre 0 et 6 ans, les droits liés à la personne, les droits liés à l'image, les droits, comment on fait? Alors moi, vas-y Baptiste, comme tu veux. Moi, je vois dans l'auto-évaluation, je le travaille avec les représentants légaux. On invite dans la mesure du possible les représentants légaux pour être avec les enfants s'ils veulent bien venir ou si ce n'est pas possible. On est en lien direct avec les représentants légaux et on travaille un certain nombre de critères impératifs aussi avec les représentants du Conseil de la vie sociale dans le cadre des auto-évaluations ou des groupes d'expression. Et si en fait la personne n'a pas besoin de représentant légal parce qu'elle est adulte, mais simplement elle n'a pas l'accès à la parole en fonction de en raison de sa pathologie, comment on fait? On utilise, moi de mon côté, Baptiste, tu verras, on va voir au niveau de l'évaluation. Moi, je vois que dans la préparation à l'auto-éval, on essaye d'utiliser des supports alternatifs facilitant la communication. Alors, il y a plusieurs types de supports alternatifs que les professionnels maîtrisent. Et il y a une démarche. On va pas pouvoir. Il faut faire court dans nos réponses là. Oui. Merci Gérald. Je suis désolé. Je suis un peu. Je suis un peu. De manière plus générale, dans l'évaluation, je vais répondre avec Baptiste. Dans l'évaluation, en fait, on vous demande quels moyens de communication vous avez vous mis en place. Et donc on s'appuie sur vous, on s'appuie sur des professionnels, peut-être Baptiste. Oui, c'est ça. Je redonne l'exemple de l'IME. Là, les enfants que j'ai eu l'occasion de rencontrer ont des méthodes de communication différenciées. C'est justement bien là qu'on va venir voir comment on travaille est-ce qu'on a bien évalué les besoins spécifiques? Est-ce qu'on a les bons outils? Ces outils, comment on les construit? C'est pas des professionnels tout seuls dans leur coin, mais on associe les parents, le représentant légal, dans l'intérêt de la personne accompagnée. On est vraiment dans cette perspective-là. Je prends une dernière question. Je suis désolé, je suis obligé de choisir, mais celle-là, elle est, enfin voilà, je la trouve vraiment. Nous proposons un service ambulatoire. Il n'y a pas de préparation et il n'y a pas de distribution de médicaments. Moi, j'en ai rencontré un comme ça où à la fin, on stockait dans l'établissement les médicaments apportés par les enfants. Sommes-nous concernés par le critère impératif du circuit du médicament? Alors, si on est un SIAD, bien évidemment. Si on est un CESAD, non, mais on peut arriver, ou un SAD, on peut être arrivé à… Donc, il n'y a pas le critère impératif, mais par contre, on a un critère sur la prévention du risque. C'est quel critère? C'est le 361, il arrive juste avant. On vient voir la gouvernance, comment elle organise ça. Donc c'est effectivement, c'était l'idée que je voulais amener, c'est que vous n'êtes pas forcément soumis aux critères impératifs, mais au travers du 361, à un moment, si les médicaments sont préparés par les parents, sont amenés par le taxi, ensuite ils sont stockés par vous, vous dites vraiment c'est très bien, et dans la distribution on fait vraiment les choses très bien. Oui, sauf que le circuit de médicaments en tant que tel, vous avez une responsabilité là-dessus. Ça n'est pas un critère impératif, mais vous serez quand même affecté au travers du 361 notamment. En mettant c'est ça, en pensant toujours dans l'évaluation qualité, la qualité, elle s'alimente par la démarche de prévention des risques. Plus on est dans la prévention des risques, plus on consolide sa démarche qualité. La démarche qualité permet d'être dans une prévention des risques. Alors, démarche qualité, démarche de prévention des risques, et j'aimerais vraiment qu'à la fin, il nous reste 10 minutes pour les questions et pour parler du CVS. Alors, on va aller très vite. Je suis désolé. Sur le plan de prévention des risques de la maltraitance et de la violence, donc socle juridique, on l'a avec le Code de l'action sociale et des familles et le référentiel HAS, 2 points clés. Dans quelle mesure le SMS définit-il avec les professionnels un plan de prévention et de gestion des risques?
et dans quelle mesure le SMS traite les signalements et met en place des actions correctives. Bien entendu, il fait partie des critères impératifs. Et concrètement, qu'est-ce que l'on attend? On attend déjà un plan de prévention formalisé. Deuxièmement, que la politique liée à la prévention de la maltraitance et à la promotion de la bientraitance se retrouve dans plusieurs outils, notamment le projet d'établissement, en lien notamment avec le décret du 29 février 2024 qui pose le principe d'intégrer la bientraitance et la lutte contre la maltraitance dans chaque paragraphe de projet établissement et de service. On attend aussi une opérationnalisation de l'ensemble de la démarche, du signalement à la protection immédiate lorsqu'il y a bien sûr des personnes à protéger, l'information aux autorités, actions correctives à mettre en place. Et comment au-delà, on développe, et en lien avec la démarche qualité, comme le rappelle Baptiste, une véritable culture de la bientraitance et de gestion des risques. Quels sont les éléments de preuve principaux dans les entretiens avec les professionnels? Déjà, on va voir si le plan de prévention des risques, ça parle à chaque professionnel, notamment que l'on a dans le cadre des entretiens. Et nous, dans l'auto-évaluation, on travaille avec eux la réalisation de ce plan de prévention et on regarde surtout qu'il soit approprié par le plus grand nombre. La connaissance sur les circuits d'alerte, autre élément relativement important. Et si les professionnels bénéficient là aussi de formation. Dans le cadre de la documentation, eh bien, déjà un plan de prévention des risques visible, connu par les professionnels, dont ils savent exactement où ils se trouvent et ils en connaissent à l'intérieur un petit peu toute la facette relative à la procédure, du moment où ils signalent jusqu'à la procédure avec la direction, comment la direction s'en saisit, le signalement et surtout si c'est accompagné de formation là-dessus, c'est très bien. Quelles sont les observations directes? Ben déjà, si on a la charte des droits et libertés visible, si on a des affiches pour montrer un petit peu où se situe le plan de prévention des risques, afficher aussi les numéros utiles, 39 77, 119. On regardera aussi au-delà du plan de prévention, parce que tout est lié en faisceau d'indices, le climat social au niveau de l'établissement. S'il y a des tensions, comme il peut y en avoir au niveau des équipes, comment elles sont gérées, et surtout respectueuses des droits de chacun, et l'absence de certaines pratiques qui pourraient remettre en cause ces éléments. Autrement dit, les observations sont très importantes là aussi sur ce plan. Juste une parenthèse, aujourd'hui, souvent, on est dans la création du plan de prévention. On est encore un peu jeune, il est suffisant, ils sont récents, il y a très peu d'évaluations qui peuvent se faire dessus. On vient juste de créer, généralement pour les établissements, les plans. C'est un point important, c'est-à-dire qu'au moment de l'évaluation, on a souvent des plans de prévention qui ont été réalisés 6 mois avant, 3 mois avant, et c'est jeune parce qu'on ne peut pas avoir un retour sur une réalité, on peut pas avoir. Enfin, voilà, donc c'est difficile. Et là, du coup, c'est difficile d'avoir le cadre. Je parlais tout à l'heure du droit à l'image, où c'est facile d'obtenir le cadre en s'y préparant. Autant là, si effectivement on s'éveille 6 mois avant, c'est difficile parce qu'on voit bien que le système n'a pas bien tourné. C'est ça. Alors, comment viser le 4 ? Viser le 4, c'est d'abord déjà avoir un plan de prévention, la base, mais qu'on montre que l'analyse des risques intègre, et l'ensemble de l'analyse des risques auprès des personnes accompagnées intègre le plan de prévention de l'accueil jusqu'à la sortie de la personne, que ce document soit partagé avec le maximum de professionnels et les parties prenantes, qu'il ait pu être travaillé aussi avec le CVS, qu'il ait pu être présenté si vous avez un comité éthique et bientraitance ou une commission à la commission éthique et bientraitance. Voilà, plus il est valorisé là-dessus, mieux c'est. Et une articulation surtout claire entre l'analyse des risques, le plan d'action, les circuits de signalement et la formation, la sensibilisation des professionnels. Dernier point, ne pas oublier les retours d'expérience qui peuvent se faire en comité qualité, dans une cellule retour d'expérience sur laquelle, suite aux événements, comment on les reprend de manière où on va analyser est-ce qu'on aurait pu faire autrement. On va se poser des questions fondamentales sur les établissements et services en termes d'organisation et autres pour alimenter directement le plan qualité. Merci. Voilà les points clés.
Merci beaucoup. Sujet suivant, et tous ces sujets du chapitre 3, en fait, ils sont très tournés autour du PDCA, aux roues de Exactement. Deming, pour ceux qui sont un petit peu sensibilisés à la qualité, c'est-à-dire je prévois, je fais, il y a des écarts, je repère les écarts, j'analyse les écarts et je modifie mon système. Et donc tout ça est fait. Et donc du coup, ça demande du temps à mettre en œuvre. C'est une absolue nécessité parce que c'est le modèle qui se met en place. Donc, la même chose là sur le recueil et le traitement des plaintes et réclamations. En fait, Baptiste. parmi tous les critères, il y en a plusieurs qui vont être consacrés à cette logique de recueil, traitement des plaintes et des réclamations. Pour aller vite, qu'est-ce qu'on attend? Il faut que les modalités de recueil, elles soient organisées et connues par les personnes accompagnées. On a besoin de savoir qui traite la plainte et la réclamation. C'est pas tout d'avoir une modalité, mais elles arrivent où, ces plaintes et ces réclamations? Donc, qui les traite? On a besoin de voir comment on communique sur le traitement, et on reviendra en toute fin de webinaire sur la place fondamentale qu'a le CVS dans la communication sur le traitement. Et on a un dernier point, et c'est souvent celui qui pêche pour obtenir le fameux 4, c'est qu'il est attendu que les professionnels soient associés à l'analyse des plaintes et des réclamations. Dans des temps dédiés, on n'est pas uniquement sur le traitement au fil de l'eau, sur la communication au fil de l'eau. Au bout d'un moment, tous les 6 mois, une fois par an, on prend toutes les plaintes, toutes les réclamations et on en fait une analyse. Et cette analyse va alimenter la démarche de prévention des risques a priori. On a tant de dysfonctionnements de plaintes sur des temps de transport des enfants qui viennent, eh bien ça nous amène à se dire on a un sujet, on va voir comment le traiter. Donc en résumé, pour obtenir le 4 sur ce critère-là, on a besoin d'avoir des modalités qui sont clairement définies, mais les modalités, il n'y a pas d'attendu. À un endroit, chez les tout-petits, c'est la boîte à idées dans la MEX avec les 6-10 ans. À un autre endroit, c'est une fiche de déclaration qui est accessible à l'entrée. À un autre endroit, c'est un QR code. Ce qui est important, c'est que les modalités soient définies, adaptées aux personnes, et que les personnes soient informées de comment elles peuvent formuler une plainte et une réclamation. Ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas noyé dans le cahier de liaison et qu'on doit en faire un traitement particulier. Et effectivement, pour obtenir le 4, il faut qu'à un moment sur l'année, les professionnels soient associés à ça dans un temps dédié là-dessus. Donc, bon, les éléments de preuve, de toute façon, vous aurez le document, il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus. Donc, voilà, c'est ce qu'a dit Baptiste, effectivement. On continue sur le recueil et le traitement des événements indésirables. Eh bien, on va être exactement dans la même logique et dans la même structuration. C'est-à-dire qu'on a 3 critères parmi les 18 impératifs qui sont autour des événements indésirables. Premièrement, on va retrouver l'organisation et le recueil des événements indésirables. On a là besoin que les professionnels soient suffisamment informés par la gouvernance pour faire la différence entre un incident, un événement indésirable, un événement indésirable grave. Donc, on a besoin d'avoir des modalités clairement définies. Et là, ça passe par de la procédure, par l'utilisation d'un outil, d'un logiciel qui va permettre ceci. En deuxième point, on attend une organisation du traitement des événements indésirables. Une fois qu'on a la voie d'entrée, à qui ça arrive et qui va traiter. Et c'est notamment là qu'on va avoir besoin de comprendre comment sont qualifiés les événements indésirables en événements indésirables graves qui vont, eux, devoir être communiqués également à l'autorité de tarification et de contrôle. On doit communiquer sur le traitement des événements indésirables. On ne les laisse pas. On ne met pas la poussière sous le tapis, on doit voir ça. Et comme c'est le cas pour les plaintes et les réclamations, les professionnels, là, vont être associés parce que c'est à eux qu'on va demander comment ils font, comment ils déclarent, qui nous amènent des situations concrètes. Ils vont devoir participer à l'analyse des événements indésirables et on verra tout à l'heure que cette analyse devra être impérativement présentée au CVS minimum une fois par an. Voilà. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment la même chose, enfin la même logique en tout cas. Alors un point important et qui a fait souffrir beaucoup de monde, le plan de gestion de crise et surtout le plan de continuité de l'activité. Alors, Thierry, non, j'allais te dire souvent sur ce critère-là, les établissements, et notamment dans l'auto-évaluation, pointent du doigt
nous avons une fiche action sur la gestion du Covid. C'est ça. Ça, c'est une fiche action du plan de continuité de l'activité. Quand on parle le plan de gestion de crise de continuité de l'activité, quand on parle d'un plan de gestion de crise de continuité de l'activité, il y a deux éléments. Il y a le premier, le plan de continuité de l'activité. Comment l'établissement, le service dans lequel je me trouve, pourra maintenir ses activités essentielles eu égard aux événements qu'on aura éventuellement pu traiter en termes de fiche action. Et là, arrive adossé au plan de continuité de l'activité le plan de gestion de crise. Le plan de gestion de crise égale comment on organise des réponses dans des situations où on doit assurer une continuité du service. Quelle organisation, qu'est-ce qu'on met en place, notamment lorsqu'il manque du monde et lorsqu'on fonctionne en planning dégradé. Concrètement, qu'est-ce qu'on attend dans le plan de gestion de crise et de continuité de l'activité? En lien avec le plan bleu, on attend une évaluation par les équipes, j'ai bien dit par les équipes, pas que les cadres, l'ensemble des professionnels, le CVS peut être associé, bien entendu, l'ensemble des parties prenantes, sur quel type d'action, quel type d'événements, que ce soit des événements météorologiques, des problèmes internes, tout type de problèmes, des problèmes liés à la gestion, un risque de blackout informatique, de cybersécurité, d'atteinte. Comment, par rapport à ces fiches actions, l'établissement peut s'organiser dans les meilleures conditions. Autrement dit, l'entretien avec les professionnels s'organisera déjà sur la capacité à décrire les principales fiches actions, savoir où se situe le plan de gestion de crise et de continuité de l'activité, comment on s'en saisit. Les documentations principales résident dans le plan en lui-même, la traçabilité, et surtout, ça reprend le cycle PDCA. C'est bien d'avoir un plan, c'est très bien d'avoir associé l'ensemble des parties prenantes, mais comment on le communique à tous et comment on s'en saisit avec des exercices, si possible, pratico-pratiques derrière. Et c'est ça que les évaluateurs, notamment dans le cadre des évaluations et des entretiens, vont vérifier dans quelle mesure les professionnels se sont appropriés les fameuses fiches actions que l'on retrouve dans le plan de gestion de crise de continuité de l'activité. Dernier point, je dirais aussi, donc, ce plan de gestion de crise, lorsqu'il est réalisé, doit être communiqué en interne au niveau du CVS. Ça peut passer par le CSE. En tout cas, les professionnels doivent être au courant ainsi que les parties prenantes. Et en externe, la possibilité de le communiquer, notamment aux financeurs, au service des urgences et surtout à la préfecture. Sont des éléments qui sont relativement importants en termes de communication interne et communication externe. En résumé, faciliter, la seule chose, c'est comment on agit en termes avant, pendant et après. On doit avoir des réponses à tous ces niveaux. Et les retours d'expérience, c'est-à-dire que c'est une boucle. Il n'y a pas un moment où je dis pendant 3 mois, je vais construire mon plan et ensuite je le mets dans un dossier. Donc j'ai toujours une boucle parce que j'ai une panne informatique, parce que il y a une grève des bus, parce que j'ai eu un problème de chaudière, parce que, et tout ça, ça vient alimenter. Et vraiment, ce qui est important dans l'évaluation, c'est la co-construction, ce qui est pas simple, hein, parce que ces documents qui sont plutôt orientés gouvernance, on voit, voilà, c'est vraiment un point très important. Je pense que tu as répondu à une question qui était sur le chat, une question de Anne, sur qui sont les destinataires à qui ce document doit être transmis. C'est très large. C'est toutes les parties prenantes, les financeurs, c'est tout le monde en fait. Hein. Ok. On a pas mal de questions sur le chat, donc on va terminer là sur le critère impératif et le conseil de la vie sociale, parce qu'encore une fois, il y a des équipes qui travaillent et toutes les équipes travaillent bien. Il y a des équipes qui vraiment on travaille sur les critères impératifs et à un moment, les notes sont malheureusement dégradées parce que nous, on peut pas faire ce qu'on veut. Le COFRAC vient nous auditer régulièrement, donc on doit justifier des écarts par la non prise en compte ou la moindre prise en compte du conseil de la vie sociale. C'est pas qu'il n'existe pas un conseil de la vie sociale, mais c'est qu'on lui on lui présente pas les bons éléments. Alors, vigilance, on dit. Peut-être en propos introductif, le CVS, c'est une obligation du CASF. Au moment où l'évaluation qualité est arrivée, il y a eu une réforme du CVS. Et la réforme du CVS, elle est notamment venue imposer des sujets obligatoires. Il y a des sujets sur lesquels le CVS doit être associé, est une vraie partie prenante à la démarche d'amélioration continue de la qualité. Donc Gérald, je te laisse. C'est 2024, je crois. 2022. Au même temps que le référentiel. Exactement. Alors,
Pour être bref, le CVS toujours présent, que ce soit avant la démarche d'évaluation, pendant la démarche d'évaluation et a posteriori. Avant la démarche d'évaluation, c'est déjà comment on questionne, on explique les enjeux, on va expliquer le calendrier. En fait, on les tient informés de tout le process évaluatif qu'il va y avoir. Et avant l'évaluation, on les associe dans le cadre de l'auto-évaluation, notamment les représentants au CVS, certes au chapitre 1 sur les critères du chapitre 1, ouais. mais au-delà, on va les interroger sur les droits des personnes accompagnées. Ils porteront un peu la parole de la personne accompagnée sur les différentes thématiques qui concernent le CVS. Pendant l'évaluation, bien sûr que le CVS participe à un temps d'échange en direct avec les évaluateurs, notamment que ce soit sur des questions du chapitre 1, mais aussi sur des critères impératifs. Baptiste, je te laisserai la place pour en discuter. Et enfin, après l'évaluation, le CVS est investi du rapport de visite. Le CVS questionne aussi les critères atteints et non atteints. Et le CVS participe, et doit participer, là aussi, à une coélaboration et à une mise en œuvre du plan d'amélioration continue de la qualité en lien avec les recommandations fondées sur le rapport de visite. C'est parfait, ça c'est sur l'évaluation, mais effectivement, il y a beaucoup de thèmes qui doivent être abordés dans le cadre du CVS. Totalement. Et ça doit être anticipé parce que ça ne peut pas s'aborder comme ça. Vas-y, Baptiste. Donc, en fait, parmi les 157 critères, on a 10 critères qu'on vient questionner du point de vue du CVS pour voir comment il est vraiment une partie prenante. Et on a 3 critères impératifs qui vont être très impactés par l'association ou non du CVS. Sur les plaintes et les réclamations, on ne demande pas à ce que chaque plainte et réclamation, que le CVS soit informé, mais qu'on ait bien une analyse de l'ensemble des plaintes qui soient présentées au CVS minimum une fois par an. C'est la même chose sur les événements indésirables. L'analyse doit être présentée, analyse, vous vous souvenez, qui est réalisée par les professionnels. C'est pas le service qualité, c'est pas la gouvernance, les professionnels ont contribué. L'analyse est présentée et le plan de gestion de crise et de continuité, une fois qu'il est fait, on a un événement, il est mis à jour, le CVS est informé. Et si on a un CVS qui n'est pas suffisamment associé, eh bien ça va impacter la cotation globale du critère qui peut ne pas obtenir la cotation A4 si le CVS n'est pas associé dans la démarche. Vous avez été très bon. On est dans le timing, même si on a un peu couru, mais il le fallait vraiment. Alors, on reprend les questions de bas en haut. Les plaintes et les réclamations, est-ce que ça ne concerne que les personnes accompagnées? Oui. Même les réclamations? Oui. On regarde le prisme des plaintes et des réclamations. Et des représentants légaux. On est d'accord, Baptiste? Comment? Les représentants légaux. Voilà, les représentants légaux. Les représentants légaux, d'accord. Comment distinguer une plainte, une réclamation d'un événement indésirable, d'un problème logistique, par exemple fuite d'eau, punaise de lit? Alors l'événement indésirable, il touche tout le monde, lui, par contre, et ça peut impacter les professionnels dans leur pratique. C'est la différence entre les plaintes et les réclamations du point de vue du référentiel. Ça nécessite souvent effectivement un exercice de clarification. Il y a souvent confusion entre… la difficulté, c'est que le seul cadre de référence qu'on a, c'est l'événement indésirable grave. Qui est un décret de 2016 qui, lui, donne des éléments précis. L'événement indésirable, il est à côté et ça nécessite un travail, et c'est souvent au cœur de la démarche qualité, de redéfinir ces éléments pour qu'il y ait une définition commune. Mais ça, c'est le boulot de la gouvernance. Et je pense, tu vois, Baptiste, qu'au niveau de la fluidité, une plainte et réclamation formulée peut aboutir à une UI, un événement indésirable, et ça passe par la redéfinition et une clarté dans les… Bien sûr, c'est pondéré effectivement par l'analyse collective. Totalement. Qu'est-ce qu'il en est de l'anonymisation pour le registre des plaintes et réclamations accessibles à l'accueil? Eh ben, on est bien au cœur parfois de plein de bonne volonté de se dire il faut anonymiser ou pas, mais si on n'a pas parfois d'informations, ça peut compliquer le traitement de la plainte ou de la réclamation. En ce sens, les outils numériques nouveaux, les QR codes sont des outils qui sont pas inintéressants à mobiliser pour tenter de garantir l'anonymisation, mais parfois, pour répondre à une question très précise, l'anonymisation, elle va nous limiter et elle va limiter l'établissement dans le pouvoir d'action. C'est ça.
Une dernière question. On sait qu'on a un nombre de bénéficiaires qui vont être interrogés, les fameux accompagnés traceurs. Est-ce que c'est pareil pour les intervenants, les professionnels qui seront interrogés? Est-ce que, par exemple, nous, établissements, on en choisit 4 ou 5 pour mieux préparer pour l'évaluation, ou bien est-ce qu'ils sont tous susceptibles d'être reçus ou entendus en entretien dans l'évaluation? En gros, est-ce que je prends mes 4-5 piliers de mon équipe de football, ou est-ce que, globalement, même les remplaçants, on peut les interroger? Non, on a besoin de voir le plus de monde possible. On a surtout besoin d'avoir les professions qui interviennent sur les thématiques évaluées. On ne peut pas faire l'évaluation de l'accompagnement à la santé sans le personnel de santé. Si c'est la psychologue qui gère les projets personnalisés, on ne peut pas faire sans la psychologue, même si elle n'est pas forcément parmi les titulaires, pour appréhender cette question-là en EHPAD, par exemple. Je pense qu'à partir du moment où on met le pied dans l'établissement et le soir jusqu'à ce qu'on ressorte de l'établissement, à travers les observations, les échanges, ça ne se limite pas aux entretiens. C'est un climat qu'on va observer. Que ce soit, moi, dans l'auto-évaluation, je prépare à ça. On ne forme pas que les soi-disant piliers. C'est une équipe. Une équipe, c'est tous ensemble, c'est les parties prenantes. Et on n'évalue surtout pas des personnes, on évalue un système, on évalue une organisation collective. Et donc, effectivement, on peut avoir en entretien quelqu'un qui est arrivé il y a 3 mois, parce qu'on va lui poser un certain nombre de questions, parce qu'elle est arrivée il y a 3 mois, et comment ça s'est passé quand elle est arrivée, quoi. Donc, et encore une fois, et tout ça est rendu anonymisé de manière très, très forte dans le rapport, même très, très forte à tel point que des fois, on a du mal à lire. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment un point important. Il faut préparer tout le monde, même s'il y a quelques chevilles ouvrières qui connaissent tout le système. Eh bien, écoutez, je pense que nous y sommes parvenus. Nous vous remercions. Vous étiez très nombreux, et très nombreux au début, très nombreux à la fin. Pour nous, c'est déjà un bon critère. Donc, nous vous remercions. J'ai mis nos coordonnées. Le document va vous être parvenu. Et donc, bonne continuation à tous. Bonne année et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Au revoir.